L'imaginez un peu, un des plus grands physiciens de son temps qui décide de s'attaquer au plus grand mystère de la biologie. C'est l'histoire d'Erwin Schrödinger et de son livre, paru en 1944, qui a tout changé. Ensemble, on va plonger dans sa quête pour répondre à la question fondamentale. Au fond, qu'est-ce que la vie? Préparez-vous à voir la biologie sous un angle complètement nouveau. Pour planter le décor, Schrödinger commence avec cette citation de Spinoza. C'est un choix très fort. En se focalisant d'entrée de jeu sur la vie et non sur la mort, il nous dit quelque chose d'essentiel sur son approche. Ça met la table pour une exploration qui célèbre la complexité, presque le miracle de l'existence. Et voilà, on est au cœur du problème. D'un côté, on a les lois de la physique et de la chimie. Elles sont claires, prévisibles, logiques. Et de l'autre, on a le bazar organisé et magnifique qui est un organisme vivant. Comment faire le pont entre ces deux mondes? C'est cette énigme, ce casse-tête monumental que Schrödinger a eu l'audace de vouloir résoudre. Alors, par où est-ce qu'on commence pour essayer de démêler tout ça? Schrödinger nous guide d'abord vers ce qu'il nomme le paradoxe de la vie. Et c'est vraiment un face-à-face, une confrontation directe entre ce qu'on observe dans le vivant et ce que les lois fondamentales de la physique semblent nous dire. Ce tableau résume parfaitement le conflit. À gauche, la vie, avec son ordre, sa structure, sa complexité incroyable qui perdure. À droite, une des lois les plus fondamentales de l'univers, tout tend vers le désordre, vers le chaos. C'est l'entropie. Le paradoxe est là, énorme. Comment la vie fait-elle pour, en quelque sorte, remonter le courant de ce grand fleuve cosmique qui emporte tout vers le désordre? La première piste de Schrödinger vient de ce qu'il appelle la perspective du physicien naïf. Attention, naïf ne veut pas dire simplet, en loin de là, l'idée est très profonde. Il nous dit que pour que les lois de la physique fonctionnent de manière prévisible, pour créer l'ordre qu'on observe, il faut un nombre gigantesque d'atomes. Pourquoi? Pour que leur agitation individuelle et chaotique se lisse, se moyenne. C'est pour ça que nos corps, à notre échelle, doivent être si grands. Mais attendez, l'histoire se corse. Si nos corps sont grands pour maintenir l'ordre, le plan directeur, lui le software qui les contrôle, est minuscule. On retombe en plein dans notre paradoxe. L'indice, comme on va le voir maintenant, est caché tout au fond, au cœur même de la cellule. Et cet indice, le voici, le chromosome. Il faut vraiment l'imaginer comme le code script de la vie. Ce n'est pas juste un plan statique, ce sont des instructions dynamiques qui pilotent le développement d'un organisme du début à la fin. La vraie question, c'est comment une structure si petite peut-elle contenir une quantité d'informations aussi phénoménale? On voit bien ici à quel point le chromosome est multitâche. C'est un livre de recettes, un plan d'architecte et le tour de main de l'artisan, tout ça en même temps. Mais le plus fou, c'est sa stabilité, sa permanence. Comment un objet aussi microscopique peut-il être aussi solide et se transmettre avec une telle fidélité, génération après génération? Ça semble défier toutes les probabilités. On se rapproche, on zoome encore plus près, jusqu'au cœur du mystère, le gène. Pour Schrödinger, la réponse devait se trouver à l'échelle moléculaire. Et c'est là qu'il va formuler son hypothèse la plus audacieuse, la plus révolutionnaire. 1 million d'atomes. Il faut prendre un instant pour penser à ce chiffre. À l'échelle de l'univers, ce n'est rien du tout. C'est une poussière. La physique nous dit qu'un assemblage si petit devrait être secoué en permanence par l'agitation thermique, être totalement instable. Et pourtant, le gène, lui, reste stable. Comment cette toute petite chose arrive-t-elle à tenir bon contre le chaos? Et c'est là que sort le coup de génie de Schrödinger. Il a une intuition. Le gène doit être ce qu'il appelle un cristal apériodique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a la solidité, l'ordre d'un cristal. Mais à la différence d'un cristal normal, avec son motif qui se répète à l'infini, sa structure est complexe, non répétitive et porteuse d'une information incroyablement riche. L'analogie qu'il propose est juste parfaite. Un cristal normal, périodique, c'est comme un papier peint. Un motif simple, répété encore et encore. C'est ennuyeux. Le cristal apériodique, c'est une tapisserie de Raphaël. Chaque fil, chaque couleur est à une place précise et l'ensemble forme un dessin complexe, cohérent, plein de sens. Voilà comment la vie a réussi à stocker toute sa bibliothèque d'informations. Pour bien sentir la portée de cette idée, le mieux est encore de lire les mots de Schrödinger lui-même. Il a postulé que la fibre du chromosome est un solide apériodique. Cette simple phrase a posé les fondations d'une bonne partie de la biologie moléculaire moderne. Rien que ça. Bon, on a la structure, ce fameux cristal apériodique. Mais comment ça marche? Ça nous amène à l'étape suivante du raisonnement de Schrödinger, la découverte d'un principe physique totalement nouveau qu'il va appeler l'ordre issu de l'ordre. La clé de la stabilité du gène, il fallait aller la chercher dans le monde étrange de la mécanique quantique.
Les liaisons chimiques qui tiennent tout ça ensemble sont incroyablement solides. Et quand il y a un changement, une mutation, ce n'est pas une dégradation lente, non, ce sont des sauts quantiques, des changements brusques d'un état stable à un autre. C'est la physique quantique qui est à l'œuvre, en plein cœur de la biologie. Et ça nous ramène à notre tout premier paradoxe. Comment la vie maintient-elle son ordre dans un univers qui court au désordre? Schrödinger va introduire un concept génial, l'entropie négative. Pour faire simple, pour que sa chambre reste rangée, un état de faible entropie, il faut activement y mettre de l'ordre. Eh bien, c'est pareil pour un organisme vivant, il mange de l'ordre dans son environnement pour combattre son propre désordre intérieur. C'est un combat de tous les instants, un cycle permanent. Premièrement, le simple fait de vivre crée du désordre, de l'entropie. Deuxièmement, pour contrer ça, l'organisme va puiser de l'ordre autour de lui, cette fameuse entropie négative, en se nourrissant. Et enfin, ce processus lui permet de se maintenir dans un état ultra-organisé et de repousser l'échéance de la décomposition. C'est une sorte de danse sans fin entre l'ordre et le chaos. Et tout ça nous amène à la conclusion magistrale de Schrödinger. La vie, en fait, ne joue pas avec les mêmes règles que le reste de l'univers. Dans la matière inerte, l'ordre émerge statistiquement du désordre. Mais la vie, elle, fonctionne sur un principe radicalement nouveau. C'est de l'ordre issu de l'ordre. Elle prend un plan déjà ordonné pour créer encore plus d'ordre. Et Schrödinger nous laisse sur cette question vertigineuse, une question qui nous hante encore aujourd'hui. D'accord, la vie est une machine qui fabrique de l'ordre à partir de l'ordre. Mais alors, d'où est venue la toute première étincelle d'ordre? Comment est-elle apparue au milieu d'un monde de chaos? C'est le rappel ultime que pour chaque réponse trouvée par la science, de nouvelles questions encore plus profondes se dressent devant nous.